Bonjour à tous, ici Albatros. Aujourd'hui, je ne vais pas vous parler d'un jeu oublié du tout. Je vais vous parler d'un jeu que j'avais oublié. Ce jeu, conduit aux oubliettes par ma mémoire sélective, puis remis au goût du jour par une promo du store Xbox, je vais vous parler de l'ombre du Mordor. Show yourself and I will kill you! I wish you could. Plus d'1 million de copies vendues en seulement une semaine, 15 millions de ventes estimées à ce jour, meilleur jeu d'action-aventure des Games Awards 2014, ce jeu est un carton absolu. Et c'est pas étonnant. Quand on connaît la communauté de fans du Seigneur des Anneaux qui est l'une des plus dévouées avec celle de Star Wars et de Dragon Ball, sauf que eux ont un bon paquet de jeux à se mettre sous la dent, et même de très bons jeux pour certains. Pourtant, ces trois univers ont commencé à avoir des jeux à peu près dans la même période, c'est-à-dire le milieu des années 80. Femme des années 80, mais femme jusqu'au bout des... Pas maintenant, Michel. Côté Seigneur des Anneaux, on a les deux tours et le retour du roi qui sont encore salués aujourd'hui par les puristes. Quelques tentatives peu fructueuses, quelques tacticals plutôt moyens. Plus récemment, on a eu Return to Moria qui a l'air plutôt sympa. Et l'étron incommensurable Gollum, moult fois critiqué, à juste titre. C'est vraiment un gros tas de merde. Pourtant, Tolkien nous a laissé un terrain très fertile pour les adaptations. On a les Trois Seigneurs des Anneaux, le Hobbit, le Silmarillion, les Contes Perdus. On a même les aventures de Tom Bombadil. En plus, Tom Bombadil, c'est mon personnage préféré. Il est fort, charismatique, et sa femme est plus généreusement fournie qu'un cerisier à la mi-printemps. Comment tu peux savoir ça? Dans le livre, il dit juste qu'elle est blonde et qu'elle a les yeux bleus. Peu, t'as la version tout public. Attends, je vais te montrer un truc, gamin. C'est quelque chose que Tolkien a dessiné lors d'une soirée bien arrosée. C'est Tolkien qui a dessiné ça? Ouais, et t'as pas vu les doubles pages? Oh putain! Ouais, ça fait bouillir la montagne du destin, hein. Est alors annoncé en 2013 le jeu ultime sur l'univers du Seigneur des Anneaux. Et j'exagère à peine sur la hype à cette époque-là. On matait le trailer en boucle, on se tapait des vidéos explicatives sur ce fameux système Nemesis, révolutionnaire et tellement en avance sur son temps. D'ailleurs, on le retrouve 4 ans plus tard dans Assassin's Creed Odyssey. Mais bon, on y reviendra à ce système Nemesis. Même le synopsis vendait du rêve. 2500 ans après avoir été vaincu par Isildur, Sauron est de retour et envoie ses troupes envahir la Terre du Milieu. Talion, homme du Gondor et gardien de la Porte Noire, est fait assassiner avec sa famille par les serviteurs du Seigneur des Ténèbres. Mais Talion ne meurt pas. Hanté par le fantôme d'un elfe énigmatique, coincé entre la vie et la mort, il doit chercher comment rompre sa malédiction, mais également s'en servir pour assouvir sa vengeance. J'avais 15 ans à l'époque, j'étais en internat, j'ai dû économiser pendant des mois avant de pouvoir me l'offrir, et je pouvais y jouer que les week-ends en rentrant chez mes parents. D'ailleurs, je sais que je suis censé parler de jeux Xbox, mais la boîte du jeu sur PS3 a une aura vraiment particulière. T'es beau. Merci. Non, c'est vrai, t'es beau, quoi. Tout est réussi chez toi. T'as ce truc que les autres n'ont pas, quoi. Je lançais donc le jeu avec autant d'enthousiasme qu'on peut en avoir à 15 ans, et après l'intro, je remarquais un groupe d'ennemis. Je décidai donc d'aller les affronter, sauf que je me suis fait instantanément empoisonner. Alors je commence à le frapper, sauf que ses collègues arrivent donc je les frappe aussi, et ce lâche a continué à me tirer dessus des trucs inesquivables complètement hors champ. Voilà comment je suis mort après seulement 2 minutes de liberté, et je passais donc de désillusion en désillusion assez rapidement. Bon, du coup c'est quoi le problème avec ce jeu qui a été si bien reçu par la presse et le public? Déjà il y a le gameplay, alors il est bien, il est très bien même, y a pas de souci, mais forcément c'est un copier-coller de tout ce qui marchait bien à l'époque. Les combats sont une copie à l'identique des Batman Arkham. Il y a exactement les mêmes attaques, elles font exactement les mêmes effets, on utilise les mêmes mécanismes. Ils ont carrément repris les mêmes touches de la manette pour être sûr que la copie soit parfaite. Mais ils n'ont pas repris que le système de combat, hein. Ils ont aussi repris le gameplay d'infiltration. Bah oui, quand t'as trouvé le bon filon, ça serait con de creuser à côté. Ouais, ça serait con, mais ils l'ont fait. L'escalade, les sauts de l'ange, les points de contrôle qui déverrouillent la map, et vous pensiez qu'on remarquerait rien. Et la vision d'aigle aussi, mais bon. Là-dessus je vais rien dire, ça a été repris par tout le monde, même par Batman.
L'impression de copier-coller est telle qu'un ex-employé de chez Ubisoft accuse Monolith d'avoir repris des codes sources d'Assassin's Creed 2. Mais bon, cette histoire s'est pas beaucoup ébruitée. En revanche, ce qui a été remonté jusqu'à la Commission fédérale des commerces, c'est que Warner Bros, qui travaillait sur le jeu avec Monolith, a payé un bon nombre de youtubeurs pour faire la promo de leur jeu en vidéo. Vidéos qui n'ont jamais été signalées comme placement de produit. Et par ailleurs, les youtubeurs n'avaient pas le droit de dire de mal à propos du jeu dans leurs propres vidéos. Business is business, comme on dit. D'ailleurs, ils font quoi aujourd'hui, Warner? Ah, ouais. Et Monolith, ils deviennent quoi? Ah, ok. Bah écoutez, business is business. Bref, le but du jeu, c'est de se venger des serviteurs de Sauron, et pour ça, il va falloir aider des gens complètement random. On a un Gondorien déserteur de la Porte Noire, Daenerys Targaryen et sa mère possédés par un puissant sorcier. C'est fou, ça me rappelle quelque chose. On croise aussi Gollum dans quelques missions, Ratbag, un orc qu'on aide à progresser hiérarchiquement pour s'infiltrer dans les rangs ennemis, et pour finir, un nain qui aime raconter sa vie et chasser. Moi, je dirais que la chasse, c'est l'esprit de camaraderie, quoi. C'est la fraternité dans l'effort contre la rudesse de Dame Nature. Papa? Sérieusement, le Seigneur des Anneaux n'était pas assez vaste pour qu'on se retrouve avec une équipe de remplaçants comme ça? Le seul avantage à les aider, c'est qu'on y débloque des capacités, comme posséder des ennemis ou chevaucher des Karagors. L'autre moyen, c'est en faisant des mini-jeux qui te sortent complètement de l'immersion. Je suis un rôdeur qui tente de déjouer les plans de Sauron. Pourquoi j'ai l'impression d'être dans une fête foraine? Allez, à tous les coups de gagne, un ballon c'est une peluche, deux ballons c'est un jouet, trois ballons c'est un téléphone. Pour revenir à l'histoire, on apprend que le fantôme qui nous hante est Celebrimbor, l'elfe qui a participé à la création des anneaux de pouvoir. 3 pour les elfes, 9 pour les hommes, vous connaissez la chanson. Dire qu'on ne le voit pas dans le Seigneur des Anneaux. Pourtant, il devrait tellement péter la classe à l'écran. Celebrimbor, en voyant la soif de pouvoir dans les yeux de Sauron, prit la décision de s'emparer de l'anneau unique. Mais Sauron parvint à lui reprendre lors d'un affrontement, et l'exécuta avec sa famille. Exactement comme Talion. Et ces parallèles sont vraiment bien pensés. Celebrimbor et Talion ont connu le même destin funeste. Dans le passé, Celebrimbor et Sauron étaient semblables, mais de couleurs opposées. Et aujourd'hui, ils sont toujours de couleurs opposées. Leur arrivée est annoncée par un œil ardent, mais de couleurs rivales, comme une dualité entre la violence et le calme. On croirait voir la bande-annonce de Mortal Kombat 10. Il y avait matière à creuser pour avoir une histoire vraiment marquante. Mais dans les faits, on tue les sous-fifres qui ont un design stylé mais aucun développement. Puis on finit par affronter Sauron en personne dans un QTE tout pété qui dure à peine 20 secondes. Et Talion qui sent son jeu finir en autre boudin au bout d'une dizaine d'heures seulement alors qu'il nous a fait cogiter pendant des mois, vient nous teaser la suite. L'heure d'un nouvel anneau a sonné. Que dire de plus sur le jeu? Il est beau. Il était beau à l'époque et il est encore aujourd'hui. Et il a beaucoup de petits détails très stylés. Le fait de devenir un fantôme quand on vise avec l'arc ou quand on active la vision spectrale. Le fait de dégainer son arme automatiquement lorsqu'on s'approche d'ennemis. Les ruines qui se changent en tour spectrale pendant qu'on les escalade. Le bestiaire, même s'il est peu fourni. Les 2 maps sont assez stylées aussi, même si elles sont pas bien grandes. Il y a aussi 2 DLC. L'un où on parcourt le passé de Celebrimbor qui, armé de l'anneau unique, part affronter Sauron pour sauver sa famille. Sauf que le but est d'éliminer l'organisation des orques. Et j'ai un peu la flemme. Et l'autre où on repart du côté des chasseurs, accompagné par Torvin. Ouais, lui, c'est Torvin. On va citer les noms vu qu'apparemment le jeu veut que ce soit un perso récurrent. Quelque part, la chasse, c'est une communion avec la nature, quoi. C'est un contact avec Dame Nature dès que l'aurore darde ses rayons d'argent à travers les écharpes de brume. D'ailleurs, ça n'a aucun sens que ce mec, qui n'est pas Talion, puisse aussi utiliser les pouvoirs du fantôme de Celebrimbor. Mais bon, c'est tellement évident que je vais pas m'attarder dessus. Et notre but est, encore, d'éliminer l'organisation des orques. J'ai pas précisé, mais j'ai la flemme parce que c'est déjà ce qu'on fait pendant une bonne partie de la campagne. Et c'est ça le système Nemesis. Les orques s'organisent sous une forme de hiérarchie et on peut les tuer ou les posséder pour mettre à mal l'organisation. Sauf que quand on tue un orc dans l'organisation, un autre vient forcément lui succéder en peu de temps. Donc rien ne sert de tous les décimer, c'est plus pratique de s'en faire des alliés.
Sur le papier, ils annonçaient que chaque orc serait unique. Impossible de croiser deux fois le même. Il serait doté de libre arbitre et de mémoire quant aux événements survenus dans le jeu. Dans les faits, c'est plutôt vrai, mais... Vous savez quoi? Vu que la suite était comprise dans le bundle, on va aussi parler de l'ombre de la guerre. Et on terminera sur le système Nemesis. Mais d'abord, j'ai besoin d'une petite pause. Cette année 2025 a vu la fermeture de Monolith Studio. Et pourtant, leur dernier jeu date de 2017. Oui, l'ombre de la guerre est le dernier jeu de Monolith Studio. Quelle pitié que Warner les a employés pour cette adaptation. De la pitié? Mais c'est Monolith qui a sorti des dingueries comme Blood en 97. Nombreux sont les studios rachetés puis fermés par de grandes compagnies telles que Warner. Peux-tu les réouvrir pour autant? Alors ne soyez pas trop prompt à dispenser à tort des jugements. Même les plus grands studios peuvent décevoir leurs fans. Mon cœur me dit que ce jeu pourrait être bien à jouer. J'aimerais que... La vache, tu joues super bien, Ben. Et tu sais jouer quoi d'autre? J'ai 18 ans à la sortie de l'ombre de la guerre. J'ai le permis, un salaire. J'ai partiellement oublié l'ombre du Mordor, alors je précommande l'ombre de la guerre avec enthousiasme. Monumentale erreur. Je vous spoil, je l'ai revendu au bout de 2 semaines. Déjà, sachez qu'en précommandant, Micromania m'a offert un steelbook. Steelbook somme toute assez classe, mais complètement inutile vu qu'on m'a donné le jeu dans une boîte à part. Donc après avoir revendu le jeu, je me suis retrouvé avec le steelbook vide, sans le jeu. Alors, certes, il est classe quand on le laisse ouvert, mais c'est quoi l'intérêt d'une boîte à CD qu'on laisserait ouverte? Regardez, il n'y a même pas le nom du jeu sur la tranche. Pour quelle raison je garderais une boîte en fer vide? Bref, le jeu s'ouvre sur Talion et Celebrimbor, forgeant un nouvel anneau de pouvoir dans la montagne du destin, jusqu'à ce qu'une mystérieuse fumée noire enlève Celebrimbor. Talion part donc à sa recherche et découvre que le ravisseur est Arachné, créature du premier âge qui... Wow! Depuis quand Arachné peut se changer en femme? T'imagines ça dans le Seigneur des Anneaux? Et je rêve pas là, c'est Arwen. Me dites pas que c'est juste une ressemblance, là c'est totalement et volontairement calqué sur Arwen. Sur tout le cast du Seigneur des Anneaux, vous avez choisi que la forme humaine d'Arachné soit la fille d'Elrond et future femme d'Aragorn? Non mais ça n'a pas de sens. C'est comme si Sylvebarbe pouvait se changer en homme et ressembler au père Maggot, tiens. Ah, ça serait poilant. T'es en train de te murger là? Écoute, gamin, tes vidéos sont interminables. Il faut que je passe le temps comme je peux. Oh. Donc, Arachné, qui est une sorte d'oracle qui aime passer des marchés, nous rend Celebrimbor en échange de notre anneau, et nous prévient au passage que Minas Ithil est attaqué. Alors on s'y rend, on rencontre des gens toujours aussi fades, la fille du roi prête à mourir pour le peuple, le garde qui veut protéger la princesse même si elle ne veut pas qu'on la protège, le roi qui est un traître et un lâche... Merde quoi! Warner Bros qui a produit 12 500 longs métrages bosse sur un jeu Seigneur des Anneaux et ils sont pas foutus de nous pondre des personnages intéressants? Plus tard, les Nazgûl arrivent à Minas Ithil, on les affronte, grand moment de gameplay. Fils de pute, j'ai envie de te remplir la gueule de patates. J'ai envie de te coincer la tête dans un angle pour que tu puisses pas esquiver et de te rentrer des gauches-droites avec des pivots de la hanche, si tu veux.
Mais la cité finit par sombrer aux mains de Sauron et devient Minas Morgul. Pour ceux qui ont un doute, Minas Morgul c'était ça dans les films. Suite à ça, Arachné nous rend l'anneau, une espionne de Galadriel vient nous filer un coup de main, et il est temps de monter notre armée pour affronter Sauron. Et c'est à ce moment-là que le gameplay est devenu une boucle. Ben, t'as pas vu mon... Qu'est-ce que tu fous? Ils sont à qui ces gosses? T'inquiète, va terminer ta vidéo. Le jeu devient une boucle qui se Non mais tu vas pas t'en sortir comme ça, Ben. Ils sont à qui ces gosses? Putain, ça marche d'habitude. Le jeu devient une boucle qui se répète et se répète, et se répète encore inlassablement. On cherche des orques à posséder, on les possède, on se sert d'eux pour attaquer leur chef, on peut aussi les faire s'améliorer en les laissant se battre dans une arène avec aucune interaction possible, passionnant. Puis on assiège le fort de la région et on laisse la direction du fort aux orques ralliés à notre cause. Voilà, c'est ça avec 5 régions différentes. C'est long, c'est très long, et c'est vraiment ça la quête principale du jeu. Alors, je sais que beaucoup de gens ont adoré les prises de fort qui donnent un nouvel aspect au système Nemesis. C'est pas mon cas, mais mon problème, c'est pas tant le concept du Nemesis, c'est que le jeu repose entièrement dessus. Le semblant de Nemesis dans Assassin's Creed Odyssey ne représente qu'une partie annexe du jeu. Et d'ailleurs, les mercenaires nous foutent la paix quand on a une bonne réputation. Donc on peut carrément éviter cette partie du jeu si elle ne nous plaît pas. Et personnellement, je ne supporte pas l'aléatoire dans les jeux. Quand je suis au milieu d'une mission, je ne veux pas subir une embuscade qui peut potentiellement me faire échouer 2 fois sur 3. Quand je tue un ennemi, je ne veux pas qu'il puisse s'en sortir par magie et devoir le rebattre une seconde fois dans la foulée. Et surtout, quand je suis en train de jouer, je n'aime pas être interrompu en pleine action par un monologue interminable. Après tous ces stratagèmes et ces jeux de jambes, Ta gueule! tous ces affrontements et toutes ces confrontations, voici enfin... Ta gueule! devant une assemblée en délire. Ta gueule! Je vous en mets que quelques-uns, mais je vous promets que c'est ça tout le temps. Et impossible de passer leur putain de dialogue. Qui peut objectivement défendre ça? Dans Asura's Wrath, on pouvait couper la parole aux gens quand ils parlaient trop, et c'était super satisfaisant. Dès qu'on arrive dans une zone où il y a des ennemis, ils se présentent tous un par un. Et des fois, même au milieu de l'affrontement, ils se remettent à parler. J'ai l'impression de regarder le combat entre Freezer et Goku, bordel! Fermez-la et battez-vous! Qui a envie d'être coupé comme ça au milieu de ses occupations? Salut, c'est Franck Leboeuf. Le principe du Nemesis, c'est qu'on ait une sensation de vie chez les ennemis. Mais c'est pas pour qu'ils nous la racontent. Même au moment de les tuer, ils peuvent partir sur une dernière tirade pour encore couper l'action. J'aimerais que t'ailles voir ma fille, que tu lui dises que son père l'adorait quand il lui racontait cette petite histoire de cet ours qui se baladait. D'ailleurs, j'en ai vu beaucoup plus hors enregistrement sur une partie que j'ai dû supprimer pour en lancer une nouvelle et enregistrer le début du jeu, vu qu'il n'y a de place que pour une seule sauvegarde. Une seule sauvegarde en 2017, alors que même en 90, certains jeux proposaient plusieurs sauvegardes. On a quand même quelques quêtes annexes pour sortir un peu de la routine des forts, comme rencontrer l'esprit de la nature. Talion, nous ne pouvons pas la vaincre. Ouais, mais en vrai, il y a moyen. T'as vu, il est costaud, il l'amène au sol. Frère, oublie. Même si on va au sol, je vais te fumer au sol. Esprit qui nous aide à affronter un Balrog dans une séquence ridicule à dos de drac, alors que c'est LA scène représentée sur la figurine de la collector du jeu. Du coup, on retourne attaquer les forts, et une fois qu'on les a tous conquis, on part affronter Sauron avec notre armée, et... Non, même les Nazgûl ouvrent leur gueule maintenant. Au 74 rue de Turenne, on a des blousons super sympas. 74 rue de Turenne. Tu viens, quand tu veux, tu viens. Et là, vous n'êtes pas prêts. Celebrimbor, qui se rend compte que Talion est moins extrême que lui dans ses méthodes, propose de travailler avec la stagiaire de Galadriel et nous laisser de côté sans aucun scrupule. We? Who's we? There is no we. Et en plus, elle qui passe sa vie à nous parler du danger que représentent les anneaux de pouvoir, elle accepte. Elle prend l'anneau de Celebrimbor.
de la douleur dans mon cœur. Tout le monde est contre moi. Toutes les mêmes. Elles aiment jouer les caractères jusqu'à ce que tu leur passes la bague au doigt. T'as jamais été marié, non? Du coup, on meurt, hein, vu que c'est Celebrimbor qui nous maintenait en vie depuis notre exécution dans l'ombre du Mordor. Alors, on pourrait s'arrêter là. Talion est enfin mort, c'était son but depuis qu'il a perdu sa famille. J'espère que ça va pas devenir un thème récurrent sur cette chaîne, les héros qui veulent crever. Mais là, Talion qui se vidait de son sang ramasse l'anneau du Nazgûl et revient à la vie. Enfin, vivant, il manque un peu de soleil, mais il est là quoi. Et il se rend à Minas Morgul pour affronter le plus grand des Nazgûl, le roi sorcier d'Angmar. Sauf que si vous avez pas vu les films, vous devez vous en battre le palantir. Et au même moment, Celebrimbor et l'autre là vont affronter Sauron au sommet de Barad-dûr. Et alors que Celebrimbor est en train de l'emporter, Sauron, qui a dû lire au préalable le tome 40 de Dragon Ball, fusionne avec Celebrimbor pour créer Celebrimbor, le destructeur de... Non, je déconne. Mais il fusionne vraiment. Ce qui veut dire que, pendant les 3 Seigneurs des Anneaux, Frodon se cachait de Sauron et Celebrimbor. C'est écrit dans les livres, ça? Mais on s'en fout. Faut aider Monsieur Frodon. Et maintenant peut commencer la partie purgatoire de ce jeu, les phases de défense. Les forts se font attaquer, alors il faut aller les défendre. Je vous passe combien il est long et laborieux de préparer et réaliser une défense de fort. Mais une fois que vous avez défendu les forts, on passe à la phase suivante. Et les forts se font encore attaquer. Alors il faut encore aller les défendre, et on passe à la phase suivante, où ils se font attaquer de nouveau. Et il faut aller les défendre de nouveau. Est-ce que vous arrivez à situer où est le problème? Sérieusement, je viens de passer une dizaine d'heures à conquérir les forts en boucle. Maintenant, je dois les défendre en boucle? Mais c'est une corvée! J'ai cherché sur internet, apparemment il y a 3 étapes. Je trouvais ça étonnamment peu par rapport à mes souvenirs, alors j'ai traîné un peu sur les forums, et j'avais raison d'être étonné. Apparemment, il y avait 10 étapes à la sortie du jeu. Et à chaque étape, il y a plusieurs défenses de fort. Tout le monde dit que c'est beaucoup trop, que c'est chiant, que c'est répétitif. Mais vous vous doutez bien que rien n'est décidé sans raison. Pourquoi rallonger volontairement la durée de vie à ce point sur la dernière ligne droite? Pour quelle raison Warner voudrait volontairement gâcher son propre jeu? J'ai l'impression que c'est passé aux oubliettes aujourd'hui, mais l'ombre de la guerre avait des microtransactions. À chaque défense de fort, il faut rassembler des troupes et les faire s'entraîner pour les faire monter en niveau. Mais avec notre boutique en ligne, vous pouvez directement acheter des troupes via nos lootbox aléatoires, uniquement disponibles par l'achat préalable de notre monnaie virtuelle. Ah, je suis sur le cul là. Bravo. L'ombre de la guerre a proposé du pay to win dans un jeu solo. Vous avez incendié Battlefront 2 à l'époque, mais au moins les microtransactions concernaient le mode en ligne. Il y avait un côté compétitif, c'était pas dans la campagne. Sérieusement, quitte à faire payer les joueurs ayant déjà acheté le jeu, vous auriez pu proposer un forfait pour passer les phases de défense, je vous promets que certains les auraient achetés. Et ça aurait été moins cruel, parce que même en achetant des troupes, il faut quand même réaliser les défenses de fort. En 8 ans, j'ai lancé 4 parties. J'en ai jamais fini une seule. Même aujourd'hui qu'ils ont réduit les défenses de fort, j'ai l'impression que le jeu se moque de moi. J'ai commencé cette vidéo en novembre dernier. J'ai dû faire des pauses pour la terminer parce que je ne supporte pas ce jeu. J'ai jamais pu supporter ce jeu. C'est une belle épée, hein. Je l'ai dégoté dans une convention à 150 balles, alors qu'à la base, le bougre, il en voulait 200. J'ai fini par négocier et c'est passé. Tu vois, il y a toujours de l'espoir. T'avais raison, Ben. Ce qui nous a fait aimer le Seigneur des Anneaux, dès l'enfance, c'était les combats à l'épée. Oui, c'est tout à fait ce que je voulais dire.
Me dis pas que c'était juste pour flex avec ton épée. Un peu. Oh, Ben, sérieux? Bah, c'est pas tous les jours qu'on fait une vidéo Seigneur des Anneaux. Faut bien en profiter. Et moi qui t'écoute en plus. Attends, j'en ai une sympathique si tu veux. Elle est belle, hein? Tu crois qu'on peut la faire passer en frais de société YouTube? On va faire comme si j'avais rien entendu. Les combats à l'épée. Ouais. Je comprends que le jeu ait plu. Le gameplay est fluide, encore plus que dans l'ombre du Mordor. C'est comme comparer Saints Row 3 et 4. On peut faire des trucs vraiment stylés une fois qu'on a bien maxé les compétences. D'ailleurs, certaines actions sont reprises 6 ans plus tard dans Assassin's Creed Mirage. Et le Nemesis permet de créer trahison sur trahison, même si je vois pas trop l'intérêt. Mais un jeu ne se résume pas qu'à son gameplay, honnêtement. Parmi les sympathisants du jeu, qui est allé jusqu'à la fin? Même aujourd'hui qu'ils ont réduit les phases de défense. Je vois même pas quel est l'intérêt de défendre plusieurs fois le même fort. Du coup, j'ai dû aller voir la fin sur YouTube. Talion finit par devenir un Nazgûl à la solde de Sauron, reniant donc ce pourquoi il a lutté toute sa vie. Et une fois que l'anneau unique fut détruit, Talion put enfin trouver la paix. Encore une fois, on a 2 DLC. L'un où on fait de l'escalade avec le grappin de Just Cause et du parachute dans un décor rappelant vachement la Terre du Milieu. Le but est encore une prise de fort et on retrouve encore Torvin. La chasse, c'est un art. Pour d'autres, ça peut être la peinture, la musique, tout ça, mais pour nous, c'est la chasse. C'est un art. Le second DLC, plus intéressant, nous montre ce qu'il se passe après que Sauron ait fusionné avec Celebrimbor. Galadriel refuse de signer la rupture conventionnelle de son apprenti tant qu'elle n'a pas fini tous ses objectifs. Ouais, force à tous ceux qui sont dans cette situation. Et on revoit Talion, torturé entre sa raison et la puissance de l'anneau du Nazgûl qui prend lentement le contrôle de son esprit. Je rappelle que dans les livres, Frodon s'attache à l'anneau au premier contact qu'il a avec lui, bien avant de le mettre au doigt. Tu vois que t'arrives à faire des trucs bien de temps en temps, Warner, mais j'aimerais bien que ce soit pas que pour les DLC. Par contre, on va communément oublier la Chine de la Terre du Milieu, parce que cette vidéo est déjà assez longue comme ça. Et si vous vous demandiez ce que devient Celebrimbor, on apprend qu'il s'est échappé, ou plutôt éjecté de Barad-dûr suite à la destruction de l'anneau unique. Machine par le retrouver, tournant donc le dos à la possibilité de rejoindre Valinor, probablement à cause de l'emprise de l'anneau de Celebrimbor. Ça pourrait teaser une suite se passant après le Seigneur des Anneaux, mais encore aujourd'hui rien de neuf à ce sujet, je pense que l'histoire s'arrête là. Il paraîtrait que Warner bosse sur un nouveau jeu Seigneur des Anneaux AAA en monde ouvert. Croisons les doigts. J'ai appris à mes dépens qu'il vaut mieux ne rien attendre et être surpris qu'être déçu d'avoir été hypé pour rien. Alors dans le doute, n'y prêtons pas trop attention et attendons de voir. Le Seigneur des Anneaux est l'un des meilleurs univers de fantasy médiévale existants, et Warner a prouvé qu'ils savent revenir sur leurs pas quand les enjeux sont de mise. Alors gardons espoir. En fait, c'est peut-être ça la leçon à retenir. Quand on aime quelque chose, il faut apprendre à pardonner, se rappeler les bons moments, apprendre que rien n'est acquis et attendre que les beaux jours reviennent. Tu joues vachement bien, Ben. Ça te dirait que je t'accompagne à la guitare? Ben. Ben, qu'est-ce que tu fous, putain? Ma guitare? Les guitares, c'est pour les saloperies d'hippies à cheveux longs. Mais c'était ma guitare! Il va se mettre à chialer, Bob Dylan. Dégage, hippie de merde! Mais j'ai même plus les cheveux longs! Ta gueule, hippie! La magie du montage. Hey, coquine de Owen.
Y a pas assez de feu.